le journal. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour le compte de cette édition du journal. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle session du journal Soumondiko, dont voici le sommaire. Face à l'insécurité qui trouble la capitale avec la psychose des enlèvements, le gouvernement rassure l'opinion que les dispositions sécuritaires et sanitaires ont été prises pour le bon déroulement de 9e jeu de la francophonie. Après le refus de la CENI de procéder à l'audit externe du fichier électoral, à sa demande, Martin Fayoulouma Didi réaffirme que l'ECD, son parti politique, ne déposera pas le dossier de candidature de ses membres pour le scrutin dans les conditions actuelles. Le leader de l'opposition fait appel à la mobilisation générale afin d'appliquer l'article 64 de la Constitution. Le gouvernement va déployer tout le service de sécurité dans les communes pour traquer les auteurs des enlèvements et autres actes criminels. Deux mesures supplémentaires ont été annoncées pour mieux cerner l'identification de chauffeurs de bus, taxis et motos plus concernés. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. La République démocratique du Congo a évalué le mardi 11 juillet le protocole de Maputo, 20 ans après son adoption. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a organisé à cette occasion une conférence sous le thème 2 décennies après son adoption, impact et perspectives en RDC. L'objectif de cette conférence était d'évaluer le chemin parcouru depuis la publication de ces protocoles dans le journal officiel, mais aussi proposer de pistes de solutions pour la bonne marche de ces processus dans le pays. Viningali Junior pour plus de détails. Le protocole de Maputo a été adopté en 2003 et constitue l'un des premiers cadres juridiques pour la protection des droits et des libertés des femmes et des jeunes filles en Afrique. Sa particularité est qu'il prend en compte la spécificité des femmes africaines en insistant sur certains aspects comme l'héritage des veuves, les droits des propriétés et les droits reproductifs des femmes. Malgré son caractère contraignant, la question de son effectivité se pose avec acuité dans plusieurs pays. En République démocratique du Congo, les participants à la conférence d'évaluation ont identifié de nombreux obstacles à la mise en œuvre de ces textes. Dans le même temps, ils ont proposé des pistes de solutions. Représentant son collègue du genre, la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipolo, a invité les participants à évaluer les défis enregistrés dans la mise en œuvre. La commémoration du 20e anniversaire du protocole de Maputo constitue une occasion favorable pour faire une évaluation du chemin parcouru en République démocratique du Congo dans la promotion des droits de la femme contenu dans cet instrument juridique. Même si notre pays est sur la bonne voie en ce qui concerne la mise en œuvre de cet instrument juridique, beaucoup reste encore à faire, notamment en ce qui concerne les droits à la santé de la femme, spécialement en matière de santé sexuelle et productive où notre pays présente les taux de mortalité maternelle élevés, l'un des plus élevés au monde. En République démocratique du Congo, le protocole de Maputo a été ratifié en 2008 et publié au journal officiel en 2018. 5 ans après, des avancées significatives ont été enregistrées dans le cadre de sa mise en œuvre. Présente à cette cérémonie, Nicole Boitia, la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État en matière politique et diplomatique, a réitéré l'engagement du président de la République et champion de la masculinité positive pour l'application du protocole de Maputo dans son entièreté. L'impact est certain et évidemment il y a encore des choses à améliorer, mais je pense que la domestication est vraiment réelle. Pourquoi? Parce que si on regarde le comportement du chef de l'État par rapport à la vulgarisation de ce protocole de Maputo, vous verrez que, en tout cas pour les aspects politiques, des femmes, 28% des femmes au gouvernement, des femmes qui sont nommées pour la première fois à des institutions qui étaient habituellement dévolues aux hommes, à la Banque centrale,
on a une première femme au Conseil d'État, on a une première femme, premier avocat général de la République. Ce sont des réalités, des évidences qui montrent qu'effectivement, le président de la République, le Congo, est réellement en train de s'approprier le protocole de Maputo. Rappelons que cette célébration a été marquée par 3 panels animés par les membres du gouvernement, le parlementaire, les organisations de défense et de promotion des droits des femmes, le Conseil supérieur de la magistrature en présence de forces de l'ordre, du RJSSR et le partenaire technique et financier. J'ai l'annoncé dans le titre, Martin Fayulu, leader majeur sur l'échiquier politique de la République démocratique du Congo, a tenu un point de presse ce mercredi 12 juillet. Comme il l'avait annoncé à l'opinion il y a quelques jours, Fayulu a évoqué tous les sujets politiques préoccupants de l'heure, notamment la position de son parti après le refus de la CENI de revenir sur l'audit du fichier électoral. À cet effet, Martin Fayulu Madidi a réaffirmé les boycotts du processus par sa formation politique, les CID. Suivez en substance le contenu de son adresse. L'histoire renseigne que les 3 cycles électoraux passés n'ont pas produit des institutions et des animateurs légitimes à cause de la fraude électorale qui s'est enracinée comme mode d'accession au pouvoir. Non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Il est en effet temps que nous puissions arrêter cette hémorragie. Nous devons refuser que la CENI poursuive allègrement l'œuvre de se servir du peuple comme strapontin pour la matérialisation de la fraude et nous vendre une illusion de démocratie. Dans ce cadre, le communiqué de presse susmentionné de la CENI, en réponse à nos préoccupations présentées à M. Denis Kadima, le 30 juin dernier, est une provocation de trop. Malheureusement, il est aujourd'hui clair que la CENI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs. De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature d'où qu'elles viennent. Nous devons donc nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Ce journal se poursuit, mesdames, messieurs, processus électoral, un consensus préalable avant le 20 décembre avec un ajustement technique de la Commission électorale nationale indépendante CENI s'impose, a déclaré l'ancien ministre Justin Bitakwira, ex-ministre de Développement rural et leader de l'ARCN, parti de l'Union sacrée de la nation. Pourquoi? C'est là afin d'y intégrer la vraie opposition dans un processus électoral qui a besoin de plus de crédibilité. Suivez le reportage. Pour l'ancien ministre Justin Bitakwira, qui se définit comme un sage de la République, il suggère un minimum de consensus
avant la tenue des scrutins le 20 décembre 2023. Il recommande à tous les grands dignitaires de l'Union sacrée de savoir se servir utilement de la politique de l'aiguille au lieu du rasoir, car l'aiguille rassemble tandis que le rasoir divise. Le processus électoral, selon lui, ne pourra rassurer les uns et les autres que lorsqu'il y aura un ajustement technique à la CENI. Justin Bitakura rappelle que notre pays, la RDC, a toujours résolu ses principaux défis politiques par le consensus. Minime soit-il, il faut absolument un consensus avant la tenue des élections, a-t-il recommandé au gouvernement et institutions habilitées. Dans son approche, Bitakura suggère à Denis Kadima de consulter ses prédécesseurs encore en vie, notamment Corneille Nangaa et Daniel Ngoï-Mulunda, afin d'épuiser leur expérience de consensus électoral. Évoquant la crise entre le régime Tshisekedi et l'Église catholique, ces dernières semaines, Justin Bitakura a repris que même à l'époque du Joseph Kabila, l'Église catholique avait tout fait pour manœuvrer un dialogue sous sa gouverne, alors que même le facilitateur Edem Kodjo venait de clôturer un autre dialogue de même ampleur à la Cité de l'Union africaine. À cet effet, il a invité le pouvoir à adopter une attitude moins belliqueuse en la matière. En ce qui concerne la guerre, l'occupation et ce qui arrive au Congo, souvent je me dis que je n'ai pas besoin de papier. Parce que je suis né dans ça, j'ai vécu ça, et je suis peut-être le seul témoin au Congo qui peut témoigner de la réalité des choses et pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce point. Bref, Justin Bitakura est d'avis qu'il est possible de régler un certain nombre de questions qui divisent la classe politique bien avant la tenue des scrutins électoraux. Quant au sujet du Rwanda qui nous agresse via le M23, Bitakura déclare que le jour où la République démocratique du Congo va rompre ses relations diplomatiques avec Kigali, en procédant à la fermeture de ses frontières, le Rwanda connaîtra une crise économique indescriptible car la RDC est le souffle de vie pour Paul Kagame qui subit les conséquences. Depuis, informe Bitakura, la vie au Rwanda a basculé. De la situation des conflits à l'est de la RDC, l'EAC ne résoudra jamais rien malgré la bonne foi de la RDC puisque, déclare l'ancien ministre du Développement rural Bitakura, la RDC ne peut compter que sur 4 à 5 pays, à savoir l'Angola, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Le reste, ce sont des complices, dit-il, affirmant qu'avec ces complices, c'est comme fuir la pluie dans l'océan. Notre malheur est que nous sommes seuls contre tous. Et si nous-mêmes nous ne nous défendons pas, nous sommes condamnés à disparaître. Parlons 9e jeu de la francophonie. Dans ce journal, 3 membres du gouvernement étaient devant la presse le lundi dernier pour rassurer l'opinion sur les dispositions sécuritaires et sanitaires prises par l'exécutif pour le bon déroulement de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. À cet exercice, ils voulaient inciter le folle rumeur d'un prétendu trafic d'organes de personnes qui sont enlevées ou kidnappés par le malfaiteur. Cette conférence de presse qui intervient après l'organisation du procès en flagrance de kidnappeurs, un procès qui s'est bien déroulé selon Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Regardez. Lors de cette conférence de presse, le vice-premier ministre de l'Intérieur était très attendu, notamment sur les questions sécuritaires. Il est revenu sur le phénomène des kidnappings qui défraye la chronique en ces moments à Kinshasa. Pour Peter Kazadi, le phénomène des kidnappings est en train d'être découragé grâce à une relation de proximité entre la population et la police nationale congolaise. Le vice-premier ministre s'est également félicité du déroulement il y a quelques jours du procès des kidnappeurs ainsi que leur condamnation. Selon le patron de l'Intérieur, après Kinshasa, l'opération va s'étendre dans le reste de province afin de décourager ces genres de pratiques. Moi, en tant que responsable numéro 1 du secteur de la sécurité dans notre pays, j'ai noué une relation de proximité avec les dirigeants de la police. Il faut les écouter leurs problèmes pour essayer d'apporter des solutions. Et c'est sur base de cette confiance que nous sommes en train d'évoluer et les résultats sont visibles et palpables. Nous sommes en train de faire sentir l'autorité de l'État, puisque l'État reste au-dessus de tout le monde. Personne ne peut défier l'État indéfiniment. Nous avons d'abord ciblé Kinshasa comme la ville test pour voir l'efficacité des méthodes que nous sommes en train d'appliquer. Et après quelques jours, nous allons étendre
dans nos provinces, partout où il y a l'insécurité, afin que nous puissions juguler cette situation qui nous frappe tous. À propos justement de l'organisation du procès des kidnappeurs, Peter Kazadi s'est dit satisfait de son déroulement. Selon lui, c'était un procès très facile car toutes les personnes arrêtées avaient reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Les procès les plus faciles plutôt, dans la mesure où les prévenus tous presque sont passés aux aveux. Et en droit, nous disons, la reine des preuves, c'est l'aveu. Lorsque quelqu'un vous dit, c'est moi qui ai tué, c'est moi qui ai kidnappé, c'est moi qui ai volé, on n'a pas cherché d'autres preuves au-delà de ces déclarations. Donc, je suis totalement satisfait du déroulé du procès. Le vice-ministre de la Santé s'est également prononcé sur le prétendu trafic d'organes qui fait jaser dans la capitale ces derniers jours. Pour Emmanuel Olen, parler du trafic d'organes à Kinshasa est une vaste blague car pour faire ces genres d'opérations, il faut avoir des structures très spécialisées et bien équipées. Quand on retire un cœur, il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. Et ici, à Kinshasa, comme je dis, les laboratoires pour le faire, la conservation, c'est très, très difficile. Non seulement ça, le cadre légal. C'est vrai que dans notre pays, ce n'est pas autorisé. Les gens qui le font, c'est vrai que c'est de manière illégale. Mais pour le faire techniquement, qu'on ne vous trompe pas, c'est pas moins de 6 à 12 heures, parfois 20 heures. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on a kidnappé à 6 heures et à 6h30, il vous dit « on m'a retiré un rein ». Ce n'est pas possible. Soyez rassurés quant à ce, nous n'avons ni l'expertise, ni le plateau technique pour arriver à faire ces transplantations aujourd'hui. Nous espérons les avoir avec l'avenir, mais ça demande des années et des années de formation. À 3 semaines de la tenue à Kinshasa de 9e jeu de la francophonie, le vice-ministre de la Santé Serge Emmanuel Olen s'est voulu rassurant quant aux dispositions prises sur le plan sanitaire pour assurer les soins de chaque athlète durant le 9e jeu de Kinshasa. Je voudrais rassurer la communauté qu'au niveau du ministère de la Santé, toutes les dispositions sont prises et à ce jour, nous allons accueillir les jeux avec une sécurité médicale. Vous avez suivi que les ambulances sont arrivées. Sur un total de 20, on a déjà reçu 16 de type A et localement, il y avait déjà des ambulances de type C. Vous savez que les sportifs sont exposés à la mort subite. Vous avez suivi certains footballeurs qui sont morts sur le terrain de foot. Et donc, nous nous sommes assurés pour que pendant ces jeux, partout où ils soient, même s'ils font un arrêt cardiaque, nous avons de quoi les réanimer et les gens ont été formés quant à ce. Ensuite, concernant les médecins, nous avons procédé à la formation pour la gestion d'un afflux massif de blessés. On appelle ça le plan blanc. Ça permet justement aux équipes de trier rapidement et de transférer vers des sites sécurisés. À noter que le 9e jeu de la francophonie vont se tenir durant 10 jours. Les autorités mettent le bouchée double pour relever ces défis sur tous les plans. En marge de la sécurité dans la ville, l'exécutif national, c'est-à-dire le gouvernement central, s'en va prendre d'autres mesures contre l'insécurité urbaine en ce qui concerne l'identification de taximens. Ainsi, à cet effet, il compte étendre le bouclage dans tous les quartiers de Kinshasa, la capitale congolaise, afin de traquer et identifier les autres catégories des enlèvements clandestins en dehors de ceux qui opèrent comme chauffeurs de taxi, taxi-moto et taxi-bus. Explication dans cet élément. Les bouclages organisés par les autorités nationales vont s'étendre dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa où des cas d'enlèvement clandestins sont régulièrement signalés et identifiés par la population. Pour ce faire, les services de sécurité vont commencer, dans les jours qui viennent, à patrouiller dans les rues et quartiers secondaires des 24 communes pour intercepter les individus et réseaux mafieux responsables de cette insécurité. Entre autres, des mesures pratiques par rapport aux conducteurs de véhicules s'engageront à ce qu'il faut qu'on parvienne à identifier le chauffeur de chaque véhicule de transport qui va afficher sa photo sur son véhicule de sorte à coïncider la photo du conducteur bien identifié avec le conducteur qui est au volant. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, s'est personnellement responsabilisé de réaliser ces nouvelles dispositions qui relèvent de la volonté du gouvernement national. Nous sommes en train de
faire sentir l'autorité de l'État, puisque l'État reste au-dessus de tout le monde. Personne ne peut défier l'État indéfiniment. Nous avons d'abord ciblé Kinshasa comme la ville test pour voir l'efficacité des méthodes que nous sommes en train d'appliquer. Et après quelques jours, nous allons étendre dans nos provinces, partout où il y a l'insécurité, afin que nous puissions juguler cette situation qui nous frappe tous. La ville de Kinshasa, plongée dans cette nouvelle psychose, car il ne se passe plus un jour sans qu'un cas d'enlèvement soit signalé dans la ville, doit faire face cependant, et cela depuis longtemps, à cette insécurité traditionnelle caractérisée par le phénomène Kuluna délinquance juvénile, d'où les services chargés de procéder à ces opérations sur le terrain devront faire preuve de beaucoup de professionnalisme pour distinguer les malfaiteurs, pour éviter la confusion. Moi, en tant que responsable numéro 1 du secteur de la sécurité dans notre pays, j'ai noué une relation de proximité avec les dirigeants de la police. Il faut les écouter leurs problèmes pour essayer d'apporter des solutions. Et c'est sur base de cette confiance que nous sommes en train d'évoluer et les résultats sont visibles et palpables. Toujours dans le même ordre d'idées, de rumeurs selon lesquelles les enlèvements courants dans la ville opérés par des malfaiteurs sont destinés au trafic d'organes humains qui ne rencontrent pas le point de vue du gouvernement qui dément formellement ces allégations. Le vice-ministre de la Santé, Serge Olené, l'a démontré en arguant sur certains préalables techniques qui s'imposent pour confirmer cette pratique criminelle. L'autorité s'exprimait au cours du briefing organisé par le ministre de Médias et porte-parole du gouvernement central. Suivez ses propos. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très limitée. Par exemple, quand on retire un cœur, il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et au moment où on retire l'organe, on doit le transplanter directement. Sinon, ça ne sert à rien, ça ne va pas survivre. Et quand on regarde dans toutes ces conditions, monsieur le ministre, on pense que c'est assez irréaliste. Au niveau du ministère de la Santé, il n'y a aucune notification au niveau de nos zones de santé. Et non seulement ça, j'ai oublié de dire qu'il faut des laboratoires poussés. Parce que ce n'est pas n'importe quel organe qu'on va prendre, même si on a pris chez son frère, qui va marcher chez vous. Il y a ce qu'on appelle, comme les amis qu'on appelle la compatibilité HLA, en anglais, Human Leukocyte Antigen. Donc c'est une protéine qui est au niveau des globules blancs. Mais pour faire ce test-là, on ne peut pas faire ça à Kinshasa. Donc on ne peut pas se permettre de prendre un organe comme on va acheter du pain ou je ne sais pas quoi, et ensuite le mettre sur quelqu'un de manière désinvolte. Je voudrais ici rassurer les gens, c'est une technologie très poussée pour arriver à faire la transplantation d'organes. Parce que même chez nous ici, on peut avoir des reins, mais nous n'avons pas les reins de la même façon. Il y a ce qu'on dit des anomalies qui sont viables. Quelqu'un peut avoir un seul rein, mais il vit. Vous le cherchez là-bas dans le dos alors qu'il n'est même pas dans le dos. Donc, avant même d'arriver à faire un prélèvement d'organes, il y a une série d'examens à faire. Parce que même cet organe-là, le rein, chez d'autres personnes, ils l'ont au niveau pelvien. Et ici à Kinshasa, comme je dis, les laboratoires pour le faire, la conservation, c'est très très difficile. Non seulement ça, le cadre légal. C'est vrai que dans notre pays, ce n'est pas autorisé. Les gens qui le font, c'est vrai que c'est de manière illégale. Mais pour le faire techniquement, qu'on ne vous trompe pas, c'est pas moins de 6 à 12 heures, parfois 20 heures. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on a kidnappé à 6 heures et à 6h30, il vous dit « on m'a retiré un rein ». Ce n'est pas possible. Soyez rassurés quant à ce, nous n'avons ni l'expertise, ni le plateau technique pour arriver à faire ces transplantations aujourd'hui. Nous espérons les avoir avec l'avenir, mais ça demande des années et des années de formation. En province, retenez que Madame la gouverneure de la province du Haut-Lomami, l'honorable docteur Isabelle Yumba
Kalenga Mushimbi, qui était en mission de travail à Kinshasa, est rentré depuis le mardi 11 juillet 2023 dans son fief via l'aérodrome de la ville du Kamina pour rapporter à la population les échanges fructueux qu'elle a eus avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les investisseurs pour booster les développements de la province. Cas de la route nationale numéro 1 qui sera totalement réhabilitée. Suivez les propos de Madame la gouverneure au pied de l'avion. Particulièrement ici, je voudrais remercier le président de la République. Notre province, que vous savez très bien, n'a pas assez de recettes au niveau de la province. Ce qui fait que notre budget, c'est à 80% des niveaux national. Alors, la population a beaucoup d'attentes. Et je sais qu'aujourd'hui, depuis que je suis là, le pleur de nos enfants, c'était la nationale numéro 1. Et ça a été promis. Et nous nous sommes dit, bientôt la saison sèche au bureau, nous devons aller bousculer pour que cela soit exécuté. Et j'arrive aujourd'hui pour annoncer à notre population que cette nationale sera réhabilitée et que tout le montant a été payé. C'est que d'ici 2 semaines, nous lançons le travaux. Voilà la bonne nouvelle que nous apportons. Parlons éducation. Le syndicat des enseignants du Congo central, SIECO, pose certains préalables pour garantir l'effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024, 10 jours seulement après que les élèves de l'école primaire et du secondaire aient pris leur congé de fin d'année scolaire. Le préavis quant à la non-reprise des enseignements pour l'année scolaire 2023-2024 sont de plus en plus annoncés par les différents syndicats de professionnels de la CRE. Laetitia Moulal. Les préavis quant à la non-reprise des enseignements pour l'année scolaire 2023-2024 s'annoncent de plus en plus par les différents syndicats des professionnels de la CRE. C'est le cas notamment du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, qui depuis le lundi 10 juin 2023, à travers son comité provincial du Congo central, a donné le go en conditionnant la prochaine rentrée scolaire par le respect des engagements pris à Bibois et à Mboué-la-Lodge entre le gouvernement de la République et le banc syndical des enseignants. Après plusieurs échanges que le dit comité a eu tout récemment avec sa base, ce dernier a cependant décidé d'entreprendre des actions de grande envergure dès la prochaine rentrée scolaire. Parmi ces actions, on peut citer entre autres des marches pacifiques accompagnées des sit-ins des enseignants jusqu'au gouvernorat de province pour ceux de Matadi et jusqu'aux différents sièges administratifs des territoires et de la mairie pour ceux de l'intérieur de la province. Et en sport, pour finir, la République démocratique du Congo gagne son procès devant la Mauritanie, devant la Confédération africaine de football, CAF, concernant la plainte de Kadim Dia. Ces derniers n'avaient pas suivi la procédure normale pour la naturalisation sportive qu'il avait déjà évolué avec le Sénégal. La Mauritanie écope de 2 forfaits et la République démocratique du Congo récupère 6 points. Suivez. La République démocratique du Congo est d'office qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards profitent de doubles forfaits infligés à la Mauritanie par les jurys disciplinaires de la Confédération africaine de football. En effet, dans sa décision, le jury disciplinaire de la CAF inflige à la Mauritanie une sanction financière de 10 000 $ américains qui doit être acquittée dans les 60 jours suivant la notification de cette décision. À la lumière des circonstances de l'espèce, les jurys disciplinaires de la CAF a décidé de déclarer le joueur mauritanien Kadim Diaw inéligible et de sanctionner les matchs auxquels le joueur a participé comme perdu par forfait par la Mauritanie. À cet égard, la CAF déclare le match numéro 77 RDC contre Mauritanie et les matchs numéro 101 Mauritanie contre RDC comptant pour les éliminatoires de la CAF Total Énergie Côte d'Ivoire 2024 perdus par pénalité 3-0 conformément à l'article 105 du code disciplinaire. L'amende de 10 000 $ doit être acquittée en dollars dans les 60 jours suivant la notification de cette décision. Vous êtes prié de prendre les dispositions nécessaires pour virer les 10 montants au compte de la CAF. Néanmoins,
L'instance fêtière du football africain affirme que cette décision peut être attaquée devant les jurys d'appel de la CAF conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56, 57 et 58 du code disciplinaire de la CAF. Et d'ajouter, celui qui entend interjeter appel doit annoncer son intention par écrit dans un délai de 3 jours à compter de la communication de la décision. Si le dernier jour du délai est un jour férié dans le lieu de domicile, le délai expire le jour non férié suivant. Les recours doivent ensuite être motivés par écrit dans un délai supplémentaire de 7 jours qui commence à courir à l'expiration du premier délai de 3 jours, a précisé la Confédération africaine de football. Voilà, c'est sur cette note sportive que se clôture cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Face à l'insécurité qui trouble la capitale avec la psychose des enlèvements, le gouvernement rassure l'opinion que les dispositions sécuritaires et sanitaires ont été prises pour le bon déroulement du 9e jeu de la francophonie. Après le refus de la CENI de procéder à l'audit externe du fichier électoral, à sa demande, Martin Fayulu Didi réaffirme que l'ECD, son parti politique, ne déposera pas le dossier de candidature de ses membres pour le scrutin dans les conditions actuelles. Le leader de l'opposition fait appel à la mobilisation générale afin d'appliquer l'article 64 de la Constitution. Le gouvernement va déployer tout le service de sécurité dans les communes pour traquer les auteurs des enlèvements et autres actes criminels. Deux mesures supplémentaires ont été annoncées pour mieux cerner l'identification de chauffeurs de bus, taxis et motos plus concernés. C'était le journal de la rédaction. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec moi demain avec le même plaisir. D'ici là, bon suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir.